Oui, je crois qu'on a on a le droit de dire que ces attentats terribles ont quelque chose en commun. Euh, j'ai qualifié la période que nous vivons de mondialisation du ressentiment. On parle beaucoup de mondialisation. La mondialisation a eu pour effet d'installer dans un même terroir national des gens qui avant étaient séparés par des frontières. La nouveauté, c'est que les gens dont l'imaginaire politique ou la lecture qu'ils ont des décennies récentes de l'histoire pourrait diviser, avant vivaient dans des terroirs nationaux séparés, ils se regardaient par exemple d'un bord à l'autre de la Méditerranée. Mais les flux migratoires ont fait que maintenant les ennemis potentiels vivent dans le même terroir national. Et ce que j'appelle la mondialisation du ressentiment, c'est que des gens qui vivent à un bout de la planète peuvent se sentir concernés par les souffrances d'autres personnes avec lesquelles ils se sentent liés par des liens de sang ou par des liens, en l'occurrence, d'appartenance religieuse. Des gens qui vivent à un bout de la planète peuvent se sentir concernés par les souffrances de ceux qui vivent à l'autre bout de la planète. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les attentats de Londres ou de Boston ou de Paris qui ne concernent, prenons le temps de le rappeler, qu'une infime minorité, qu'une poussière d'individus, mais dont l'impact médiatique va être complètement disproportionné avec la superficie réelle, à la périphérie d'une communauté qui se sent stigmatisée, qui sait que certains de ses membres sont en butte à la violence des politiques étrangères de l'Occident. Une poussière d'individus a été tentée par la vengeance directe, par la logique de l'œil pour l'œil, dent pour dent, et l'idée de faire subir à la communauté de ceux qu'elle considère comme les émetteurs de cette violence, ceux qui lancent les drones, ceux qui lancent les armes de toutes les sortes sur la population pakistanaise, sur la population afghane, sur la population palestinienne, eh bien cette poussière d'individus a eu l'idée d'utiliser à l'égard de la communauté au sein de laquelle ils vivent une violence aussi aveugle et aussi indiscriminée qu'ils estiment être la violence dont souffrent leurs coreligionnaires du bout du monde. Le jeune qui a agi en France est un converti, alors on pourrait se dire ce n'est pas la même configuration. Il faut bien comprendre que dans une logique de conversion, celui qui se convertit, il adhère à un autre groupe, à un autre système, mais avant toute chose, en tout cas à mes yeux, il se démarque, il rejette son groupe d'appartenance. Donc il n'est pas du tout illogique, surprenant que quelqu'un qui a signifié son rejet à son groupe d'appartenance veuille s'en prendre à lui de façon aussi violente. Alors il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer le jeu. Bien sûr la réponse sécuritaire, bien sûr la réponse policière et de circonstances. Mais il faut se souvenir que la guerre contre la terreur que nous avons lancée au lendemain des attentats du 11 septembre a été totalement contre-productive, qu'aucun de ces objectifs ont été atteints et que les dérives que nous espérions combattre ont été alimentées par cette réponse sécuritaire. Alors il faut peut-être faire mieux, il faut peut-être faire plus, et donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles nos sociétés peuvent nourrir des trajectoires de radicalisation qui fabriquent des individus capables de poser des bombes ou de donner aveuglément des coups de couteau. Et la logique qui fabrique des trajectoires de radicalisation, moi je l'attribue à deux domaines sur lesquels on peut conduire une lecture lucide. C'est bien sûr la légalité, la légitimité de nos politiques étrangères, c'est-à-dire le droit que nous avons d'intervenir par les armes dans des pays musulmans un peu partout autour de la Terre, mais c'est aussi quelque chose de plus immédiatement direct qui interfère avec cette conversation que nous sommes en train d'avoir. C'est la nécessité de faire en sorte qu'à l'intérieur des sociétés occidentales, si des membres de la collectivité, en l'occurrence des musulmans, veulent faire entendre leur voix, et que cette voix est dissonante, et que cette voix veut critiquer certaines des options de notre politique étrangère, il faut qu'ils aient leur place à la table médiatique. Or, la formule que j'emploie de dire que la table française
du vivre ensemble n'est pas fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est bancale. Pourquoi est-elle bancale? Parce que ce qu'on peut figurer comme le pied musulman, c'est-à-dire la capacité des musulmans à participer à l'équilibre de l'ensemble, n'est pas suffisant. Parce que les musulmans ne sont pas autorisés de façon efficace et fonctionnelle à faire participer au regard collectif leurs attentes, leurs humeurs, leurs impressions, leurs connaissances, et que tout cela crée de la frustration, tout cela crée de l'humiliation, et tout cela crée potentiellement de la radicalisation. Il faut savoir que le système politique français a un travers très ancien, ancré dans la pratique coloniale. On aime bien choisir nous-mêmes les musulmans auxquels on donne la parole. On aime bien que les élites musulmanes aient été fabriquées par un processus que nous contrôlons. C'est une vieille manie qui remonte à la pratique coloniale. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, alors on préfère fabriquer, je ne prendrai qu'un exemple, un imam Chalrouni pour parler au nom des musulmans, plutôt que de risquer d'avoir à entendre une voix qui nous contredirait. Ce système est tout de même très particulier à la France, il fait des ravages, c'est un des secteurs où sans coût majeur nous pouvons intervenir, laisser une régulation interne des tensions se faire très légalement, très banalement sur des plateaux de télévision. Pour que le vivre ensemble planétaire soit fonctionnel, il va falloir que nous fassions tous des efforts, et pas seulement l'autre musulman.